Né le 19 janvier 1809 à Boston de David Poe Jr. et d'Elizabeth Arnold. Sa mère est issue d'une famille de comédiens londoniens émigrés aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Son père est originaire d'Irlande. Ils se sont rencontrés en 1805 dans une troupe de théâtre, les Charleston Players. Edgar est le deuxième d'une fratrie de 3 enfants. Poète, nouvelliste, critique littéraire et romancier, Edgar Allan Poe, 1809-1849, est l'un des grands représentants du romantisme américain, mais également l'un des précurseurs de la science-fiction et du fantastique. Bonjour. C'est Charles Baudelaire qui traduisit l'ensemble des œuvres de Poe en publiant dans un premier temps une traduction d'un texte intitulé « Révélation magnétique » en 1848. Il avait découvert Edgar Poe en 1847 et reconnu en lui son semblable, son frère. Le 15 octobre 1851, il a demandé à un libraire de commander à Londres toutes les œuvres de l'auteur américain. Il s'y contemple comme dans un miroir, de même que l'Amérique, cette cohue de vendeurs et d'acheteurs, a été une prison pour Poe. De même, à Paris, Charles se heurte souvent à des murs d'incompréhension. Ils ont vécu les mêmes déconvenues littéraires, les mêmes difficultés financières et souffert de ces crises de stérilité qui paralysent souvent les écrivains dont les nerfs sont à fleur de peau. Charles s'est trouvé un frère en Edgar Poe. Il entend traduire son œuvre pour faire connaître l'auteur américain en France, ce qu'il a parfaitement réussi à faire. On y reviendra en fin de programme. Dans l'immédiat, je vous propose l'écoute de Bérénice, une nouvelle publiée en 1835 et traduite par Charles Baudelaire, qui combine des éléments de l'horreur et du style gothique. Elle parodie les histoires à suspense populaires de l'époque, telles que celle d'Anne Radcliffe. Cette nouvelle a choqué les lecteurs de l'époque en raison de sa violence et a été incluse dans les nouvelles histoires extraordinaires. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Le malheur est divers. La misère sur terre est multiforme. Dominant le vaste horizon comme l'arc-en-ciel, ses couleurs sont aussi variées, aussi distinctes et toutefois aussi intimement fondues. Dominant le vaste horizon comme l'arc-en-ciel. Comment, d'un exemple de beauté, ai-je pu tirer un type de laideur, du signe d'alliance et de paix, une similitude de la douleur? Mais, comme en éthique, le mal est la conséquence du bien. De même, dans la réalité, c'est de la joie qu'est né le chagrin. Soit que le souvenir du bonheur passé fasse l'angoisse d'aujourd'hui, soit que les agonies qui sont tirent leur origine des extases qui peuvent avoir été. J'ai à raconter une histoire dont l'essence est pleine d'horreur. Je la supprimerais volontiers si elle n'était pas une chronique de sensations plutôt que de faits. Mon nom de baptême est Égousse. Mon nom de famille, je le tairai. Il n'y a pas de château dans le pays plus chargé de gloire et d'années que mon mélancolique et vieux manoir héréditaire. Dès longtemps, on appelait notre famille une race de visionnaires. Et le fait est que, dans plusieurs détails frappants, dans le caractère de notre maison seigneuriale, dans les fresques du grand salon, dans les tapisseries des chambres à coucher, dans les ciselures des piliers de la salle d'armes, mais plus spécialement dans la galerie des vieux tableaux,
dans la physionomie de la bibliothèque et enfin dans la nature toute particulière du contenu de cette bibliothèque, il y a surabondamment de quoi justifier cette croyance. Le souvenir de mes premières années est lié intimement à cette salle et à ces volumes dont je ne dirai plus rien. C'est là que mourut ma mère. C'est là que je suis né. Mais il serait bien oiseux de dire que je n'ai pas vécu auparavant, que l'âme n'a pas une existence antérieure. Vous le niez? Ne disputons pas sur cette matière. Je suis convaincu et ne cherche point à convaincre. Il y a d'ailleurs une ressouvenance de formes aériennes, d'yeux intellectuels et parlants, de sons mélodieux mais mélancoliques, une ressouvenance qui ne veut pas s'en aller, une sorte de mémoire semblable à une ombre, vague, variable, indéfinie, vacillante, et de cette ombre essentielle, il me sera impossible de me défaire tant que luira le soleil de ma raison. C'est dans cette chambre que je suis né, émergeant ainsi au milieu de la longue nuit qui semblait être, mais qui n'était pas la non-existence, pour tomber tout d'un coup dans un pays féerique, dans un palais de fantaisie, dans les étranges domaines de la pensée et de l'érudition monastique. Il n'est pas singulier que j'ai contemplé autour de moi, avec un œil effrayé et ardent, que j'ai dépensé mon enfance dans les livres et prodigué ma jeunesse en rêverie. Mais ce qui est singulier, les années ayant marché, et le midi de ma virilité m'ayant trouvé vivante encore dans le manoir de mes ancêtres, ce qui est étrange, c'est cette stagnation qui tomba sur les sources de ma vie. C'est cette complète interversion qui s'opéra dans le caractère de mes pensées les plus ordinaires. Les réalités du monde m'affectaient comme des visions, et seulement comme des visions, pendant que les idées folles du pays des songes devenaient en revanche non la pâture de mon existence de tous les jours, mais positivement mon unique et entière existence elle-même. Bérénice et moi, nous étions cousins, et nous grandîmes ensemble dans le manoir paternel. Mais nous grandîmes différemment. Moi, maladif et enseveli dans ma mélancolie, elle, agile, gracieuse et débordante d'énergie. À elle, le vagabondage sur la colline. À moi, les études du cloître. Moi, vivant dans mon propre cœur et me dévouant corps et âme à la plus intense et à la plus pénible méditation. Elle, errante insoucieuse à travers la vie, sans penser aux ombres de son chemin ou à la fuite silencieuse des heures au noir plumage. Bérénice, j'invoque son nom. Bérénice, et des ruines grises de ma mémoire se dressent à ce son 1000 souvenirs tumultueux. Ah! Son image est là, vivante devant moi, comme dans les premiers jours de son allégresse et de sa joie. Oh! Magnifique et pourtant fantastique beauté! Oh! Sylphe parmi les bocages d'Arnheim, naïade parmi ses fontaines, et puis, tout est mystère et terreur, une histoire qui ne veut pas être racontée. Un mal fatal s'abattit sur sa constitution comme le simoun, et même pendant que je la contemplais, l'esprit de métamorphose passait sur elle et l'enlevait, pénétrant son esprit, ses habitudes, son caractère et, de la manière la plus subtile et la plus terrible, perturbant même son identité. Hélas, le destructeur venait et s'en allait. Mais la victime, la vraie Bérénice, qu'était-elle devenue? Je ne connaissais pas celle-ci, ou du moins, je ne la reconnaissais plus comme Bérénice.
Parmi la nombreuse série de maladies amenées par cette fatale et principale attaque, qui opéra une si horrible révolution dans l'être physique et moral de ma cousine, il faut mentionner, comme la plus affligeante et la plus opiniâtre, une espèce d'épilepsie qui souvent se terminait en catalepsie, catalepsie ressemblant parfaitement à la mort et dont elle se réveillait dans quelques cas d'une manière tout à fait brusque et soudaine. En même temps, mon propre mal, car on m'a dit que je ne pouvais pas l'appeler d'un autre nom, mon propre mal grandissait rapidement, et ses symptômes, s'aggravant par un usage immodéré de l'opium, il prit finalement le caractère d'une monomanie d'une forme nouvelle et extraordinaire. D'heure en heure, de minute en minute, il gagnait de l'énergie, et à la longue, il usurpa sur moi la plus singulière et la plus incompréhensible domination. Cette monomanie, s'il faut que je me serve de ce terme, consistait dans une irritabilité morbide des facultés de l'esprit que la langue philosophique comprend dans le mot « faculté d'attention ». Il est plus que probable que je ne suis pas compris, mais je crains, en vérité, qu'il ne me soit absolument impossible de donner au commun des lecteurs une idée exacte de cette nerveuse intensité d'intérêt avec laquelle, dans mon cas, la faculté méditative, pour éviter la langue technique, s'appliquait et se plongeait dans la contemplation des objets les plus vulgaires du monde. Réfléchir infatigablement de longues heures, l'attention rivée à quelques citations puériles sur la marge ou dans le texte d'un livre, tester, absorber, la plus grande partie d'une journée d'été, dans une ombre bizarre s'allongeant obliquement sur la tapisserie ou sur le plancher, m'oublier une nuit entière et surveiller la flamme droite d'une lampe ou de braise du foyer, rêver des jours entiers sur le parfum d'une fleur, répéter, d'une manière monotone, quelques mots vulgaires, jusqu'à ce que le son, à force d'être répété, cessât de présenter à l'esprit une idée quelconque, perdre tout sentiment de mouvement ou d'existence physique dans un repos absolu, obstinément prolongé. Telles étaient quelques-unes les plus communes et des moins pernicieuses aberrations de mes facultés mentales, aberrations qui, sans doute, ne sont absolument pas sans exemple, mais qui défient certainement toute explication et toute analyse. Encore, je veux être bien compris. La normale, intense et morbide attention ainsi excitée par des objets frivoles en eux-mêmes est d'une nature qui ne doit pas être confondue avec ce penchant à la rêverie commun à toute l'humanité et auquel se livrent surtout les personnes d'une imagination ardente. Non seulement elle n'était pas, comme on pourrait le supposer d'abord, un terme excessif et une exagération de ce penchant, mais encore, elle en était originairement et essentiellement distincte. Dans l'un de ces cas, le rêveur, l'homme imaginatif, étant intéressé par un objet généralement non frivole, perd peu à peu son objet de vue à travers une immensité de déductions et de suggestions qui en jaillit, si bien qu'à la fin d'une de ses songeries, souvent remplies de volupté, il trouve l'incitamentum, ou cause première de ses réflexions, entièrement évanouie et oubliée. Dans mon cas, le point de départ était invariablement frivole, quoique revêtant, à travers le milieu de ma vision maladive, une importance imaginaire et de réfraction. Je faisais peu de déductions, si toutefois j'en faisais, et dans ce cas, elles retournaient opiniâtrement à l'objet principe comme à un centre. Les méditations n'étaient jamais agréables, et à la fin de la rêverie, la cause première, bien loin d'être hors de vue, avait atteint cet intérêt surnaturellement exagéré qui était le trait dominant de mon mal. En un mot, la faculté de l'esprit plus particulièrement excitée en moi était, comme je l'ai dit, la faculté de l'attention, tandis que, chez le rêveur ordinaire, c'est celle de la méditation. Mes livres,
à cette époque, s'ils ne servaient pas positivement à irriter le mal, participaient largement, on doit le comprendre, par leur nature imaginative et irrationnelle, des qualités caractéristiques du mal lui-même. Je me rappelle fort bien, entre autres, le traité du noble Italien Caelius Secundus Curio, De Amplitudine Beati Regni Dei, le grand ouvrage de saint Augustin, La Cité de Dieu, et le De Carne Christi de Tertullien, de qui l'inintelligible pensée Mortus est Dei filius, credibile est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia impossibile est, absorba exclusivement tout mon temps pendant plusieurs semaines d'une laborieuse et infructueuse investigation. On jugera sans doute que, dérangé de son équilibre par des choses insignifiantes, ma raison avait quelque ressemblance avec cette roche marine dont parle Ptolémée Héphaïstion, qui résistait immuablement à toutes les attaques des hommes et à la fureur plus terrible des eaux et des vents, et qui tremblait seulement au toucher de la fleur nommée asphodèle. À un penseur inattentif, il paraîtra tout simplement et hors de doute que la terrible altération produite dans la condition morale de Bérénice par sa déplorable maladie dut me fournir maint sujet d'exercer cette intense et anormale malédiction dont j'ai eu quelque peine à expliquer la nature. Eh bien, il n'en était absolument rien. Dans les intervalles lucides de mon infirmité, son malheur me causait, il est vrai, du chagrin. Cette ruine totale de sa belle et douce vie me touchait profondément le cœur. Je méditais fréquemment et amèrement sur les voies mystérieuses et étonnantes par lesquelles une si étrange et si soudaine révolution avait pu se produire. Mais ces réflexions ne participaient pas de l'idiosyncrasie de mon mal, et étaient telles qu'elles se seraient offertes dans des circonstances analogues à la masse ordinaire des hommes. Quant à ma maladie, fidèle à son caractère propre, elle se faisait une pâture des changements moins importants, mais plus saisissants, qui se manifestaient dans le système physique de Bérénice, dans la singulière et effrayante distorsion de son identité personnelle. Dans les jours les plus brillants de son incomparable beauté, très sûrement je ne l'avais jamais aimée. Dans l'étrange anomalie de mon existence, les sentiments ne me sont jamais venus du cœur, et mes passions sont toujours venues de l'esprit. À travers les blancheurs du crépuscule, à midi, parmi les ombres treillissées de la forêt, et la nuit dans le silence de ma bibliothèque, elle avait traversé mes yeux, et je l'avais vue, non comme la Bérénice vivante et respirante, mais comme la Bérénice d'un songe, non comme un être de la terre, un être charnel, mais comme l'abstraction d'un tel être, non comme une chose à admirer, mais à analyser, non comme un objet d'amour, mais comme le thème d'une méditation aussi abstruse qu'irrégulière. Et maintenant, je frissonnais en sa présence, je pâlissais à son approche. Cependant, tout en me lamentant amèrement sur sa déplorable condition de déchéance, je me rappelais qu'elle m'avait longtemps aimé, et dans un mauvais moment, je lui parlais de mariage. Enfin, l'époque fixée pour nos noces approchait, quand, dans une après-midi d'hiver, dans une de ces journées intempestivement chaudes, calmes et brumeuses, qui sont les nourrices de la belle Alcyone, je m'assis, me croyant seul, dans le cabinet de la bibliothèque. Mais en levant les yeux, je vis Bérénice debout devant moi. Fût-ce mon imagination surexcitée, ou l'influence brumeuse de l'atmosphère, ou le crépuscule incertain de la chambre, ou le vêtement obscur qui enveloppait sa taille, qui lui prêta ce contour si tremblant et si indéfini. Je ne pourrais le dire.
Peut-être avait-elle grandi depuis sa maladie. Elle ne dit pas un mot. Et moi, pour rien au monde, je n'aurais prononcé une syllabe. Un frisson de glace parcourut mon corps. Une sensation d'insupportable angoisse m'oppressait. Une dévorante curiosité pénétrait mon âme, et, me renversant dans le fauteuil, je restai quelque temps sans souffle et sans mouvement, les yeux cloués sur sa personne. Hélas, son amaigrissement était excessif, et pas un vestige de l'être primitif n'avait survécu et ne s'était réfugié dans un seul contour. À la fin, mes regards tombèrent ardemment sur sa figure. Le front était haut, très pâle et singulièrement placide, et les cheveux, autrefois d'un noir de jais, le recouvraient en partie et ombrageaient les tempes creuses d'innombrables boucles, actuellement d'un blond ardent, dont le caractère fantastique jurait cruellement avec la mélancolie dominante de sa physionomie. Les yeux étaient sans vie et sans éclat, en apparence sans pupille, et involontairement je détournai ma vue de leur fixité vitreuse pour contempler les lèvres amincies et recroquevillées. Elles s'ouvrirent, et dans un sourire singulièrement significatif, les dents de la nouvelle Bérénice se relevèrent lentement à ma vue. Plût à Dieu que je ne les eusse jamais regardées, ou que, les ayant regardées, je fusse mort. Une porte en se fermant me troubla, et, levant les yeux, je vis que ma cousine avait quitté la chambre. Et la chambre dérangée de mon cerveau, le spectre blanc et terrible de ses dents ne l'avait pas quittée et n'en voulait pas sortir. Pas une piqûre sur leur surface, pas une nuance dans leur émail, pas une pointe sur leur arête que ce passager sourire n'ait suffi à imprimer dans ma mémoire. Je les vis même alors plus distinctement que je ne les avais vues tout à l'heure. Les dents, elles étaient là, et puis là, et partout, visibles, palpables devant moi, longues, étroites et excessivement blanches, avec les lèvres pâles se tordant autour, affreusement distendues comme elles étaient naguère. Alors arriva la pleine furie de ma monomanie, et je luttai en vain contre son irrésistible et étrange influence. Dans le nombre infini des objets du monde extérieur, je n'avais de pensée que pour les dents. J'éprouvais à leur endroit un désir frénétique. Tous les autres sujets, tous les intérêts divers furent absorbés dans cette unique contemplation. Elle seule, était présente à l'œil de mon esprit, et leur individualité excessive et exclusive devint l'essence de ma vie intellectuelle. Je les regardais dans tous les jours, je les tournais dans tous les sens, j'étudiais leur caractère, j'observais leurs marques particulières, je méditais sur leur conformation, je réfléchissais à l'altération de leur nature, je frissonnais en leur attribuant dans mon imagination une faculté de sensation et de sentiment, et même, sans le secours des lèvres, une puissance d'expression morale. On a fort bien dit de mademoiselle Salé que tous ses pas étaient des sentiments, et de Bérénice, je croyais plus sérieusement que toutes les dents étaient des idées. Des idées, ah, voilà la pensée absurde qui m'a perdu. Des idées. Ah, voilà donc pourquoi je les convoitais si follement. Je sentais que leur possession pouvait seule me rendre la paix et rétablir ma raison. Et le soir descendit ainsi sur moi. Et les ténèbres vinrent, s'installèrent, et puis s'en allèrent,
et un jour nouveau parut, et les brumes d'une seconde nuit s'amoncelèrent autour de moi, et toujours je restais immobile dans cette chambre solitaire, toujours assis, toujours enseveli dans ma méditation, et toujours le fantôme des dents maintenait son influence terrible, au point qu'avec la plus vivante et la plus hideuse netteté, il flottait çà et là à travers la lumière et les ombres changeantes de la chambre. Enfin, au milieu de mes rêves, éclata un grand cri d'horreur et d'épouvante, auquel succéda, après une pause, un bruit de voix désolée, entrecoupé par des sourds gémissements de douleur ou de deuil. Je me levai, et, ouvrant une des portes de la bibliothèque, je trouvai dans l'antichambre une domestique tout en larmes qui me dit que Bérénice n'existait plus. Elle avait été prise d'épilepsie dans la matinée, et maintenant, à la tombée de la nuit, la fosse attendait sa future habitante, et tous les préparatifs de l'ensevelissement étaient terminés. Le cœur plein d'angoisse, et oppressé par la crainte, je me dirigeai avec répugnance vers la chambre à coucher de la défunte. La chambre était vaste et très sombre, et à chaque pas, je me heurtais contre les préparatifs de la sépulture. Les rideaux du lit, me dit un domestique, étaient fermés sur la bière, et dans cette bière, ajouta-t-il à voix basse, gisait tout ce qui restait de Bérénice. Qui donc me demanda si je ne voulais pas voir le corps? Je ne vis remuer les lèvres de personne. Cependant, la question avait été bien faite, et l'écho des dernières syllabes traînait encore dans la chambre. Il était impossible de refuser, et, avec un sentiment d'oppression, je me traînai à côté du lit. Je soulevai doucement les sombres draperies des courtines, mais, en les laissant retomber, elles descendirent sur mes épaules et, me séparant du monde vivant, elles m'enfermèrent dans la plus étroite communion avec la défunte. Toute l'atmosphère de la chambre sentait la mort, mais l'air particulier de la bière me faisait mal, et je m'imaginais qu'une odeur délétère s'exhalait déjà du cadavre. J'aurais donné des mondes pour échapper, pour fuir la pernicieuse influence de la mortalité, pour respirer une fois encore l'air pur des cieux éternels, mais je n'avais plus la puissance de bouger, mes genoux vacillaient sous moi, et j'avais pris racine dans le sol, regardant fixement le cadavre rigide étendu tout de son long dans la bière ouverte. Dieu du ciel! Est-ce possible? Mon cerveau s'est-il égaré? Ou le doigt de la défunte a-t-il remué dans la toile blanche qui l'enfermait? Frissonnant d'une inexprimable crainte, je levai lentement les yeux pour voir la physionomie du cadavre. On avait mis un bandeau autour des mâchoires, mais, je ne sais comment, il s'était dénoué. Les lèvres livides se tordaient en une espèce de sourire, et à travers leur cadre mélancolique, les dents de Bérénice, blanches, luisantes, terribles, me regardaient encore avec une trop vivante réalité. Je m'arrachai convulsivement du lit et, sans prononcer un mot, je m'élançai comme un maniaque hors de cette chambre de mystère, d'horreur et de mort. Je me trouvais dans la bibliothèque. J'étais assis. J'étais seul. Il me semblait que je sortais d'un rêve confus et agité. Je m'aperçus qu'il était minuit, et j'avais bien pris mes précautions pour que Bérénice fût enterrée après le coucher du soleil, mais je n'ai pas gardé une intelligence bien positive ni bien définie de ce qui s'est passé durant ce lugubre intervalle. Cependant, ma mémoire était pleine d'horreur. Horreur, d'autant plus horrible qu'elle était plus vague, d'une terreur que son ambiguïté rendait plus terrible. C'était comme une page effrayante du registre de mon existence, écrite tout entière avec des souvenirs obscurs, hideux et inintelligibles. Je m'efforçais de les déchiffrer, mais en vain.
De temps à autre, cependant, semblable à l'âme d'un son envolé, un cri grêle et perçant, une voix de femme semblait tinter dans mes oreilles. J'avais accompli quelque chose. Mais qu'était-ce donc? Je m'adressais à moi-même la question à haute voix, et les échos de la chambre me chuchotaient en matière de réponse. Qu'était-ce donc? Sur la table, à côté de moi, brûlait une lampe, et auprès était une petite boîte d'ébène. Ce n'était pas une boîte d'un style remarquable, et je l'avais déjà vue fréquemment, car elle appartenait au médecin de la famille. Mais comment était-elle venue là, sur ma table, et pourquoi frissonnais-je en la regardant? C'étaient là des choses qui ne valaient pas la peine d'y prendre garde. Mais mes yeux tombèrent à la fin sur les pages ouvertes d'un livre et sur une phrase soulignée. C'étaient les mots singuliers, mais fort simples, du poète Ebn Zayat. Dicebant mihi sodales, si sepulcrum amicae visaterem, curas meas aliquantalum forelevatas. D'où vient donc qu'en les lisant, mes cheveux se dressèrent sur ma tête et que mon sang se glaça dans mes veines? On frappa un léger coup à la porte de la bibliothèque, et, pâle, comme un habitant de la tombe, un domestique entra sur la pointe des pieds. Ses regards étaient égarés par la terreur, et il me parla d'une voix très basse, tremblante, étranglée. Que me dit-il? J'entendis quelque chose, quelques phrases par-ci par-là. Il me raconta, ce me semble, qu'un cri effroyable avait troublé le silence de la nuit, que tous les domestiques s'étaient réunis, qu'on avait cherché dans la direction du son, et enfin, sa voix basse devint distincte à faire frémir quand il me parla d'une violation de sépulture, d'un corps défiguré, dépouillé de son linceul, mais respirant encore, palpitant encore vivant. Il regarda mes vêtements. Ils étaient grumeleux de boue et de sang. Sans dire un mot, il me prit doucement la main. Elle portait des stigmates d'ongles humains. Il dirigea mon attention vers un objet placé contre le mur. Je le regardai quelques minutes. C'était une bêche. Avec un cri, je me jetai sur la table et me saisis de la boîte d'ébène. Mais je n'eus pas la force de l'ouvrir et, dans mon tremblement, elle m'échappa des mains, tomba lourdement et se brisa en morceaux, et il s'en échappa, roulant avec un vacarme de ferraille, quelques instruments de chirurgie dentaire, et avec eux 32 petites choses blanches, semblables à de l'ivoire, qui s'éparpillèrent çà et là sur le plancher. Bérénice, une nouvelle d'Edgar Allan Poe, traduite par Charles Baudelaire et publiée pour la première fois en anglais en 1835. Voici ce qu'écrit le 3 décembre 2018 Sonia Elvireanu pour Monde francophone, revue des francophonies, sur les liens existants entre les deux écrivains. Edgar Allan Poe, 1809-1849, a été l'un des plus connus représentants du romantisme américain. Poète, romancier, nouvelliste, critique littéraire, journaliste, dramaturge et éditeur. Charles Baudelaire, 1821-1867, appelé Dante d'une époque déchue, nourri de romantisme, le chantre de la modernité, représente le symbolisme français. Les deux écrivains sont nés sur des continents différents,
Ils appartiennent à des cultures et des courants littéraires différents, mais ils s'apparentent par leur vie et leur conception de l'art. Comme le symbolisme est né du romantisme, Charles Baudelaire se fit l'écho d'une nouvelle esthétique qui aspirait à l'impersonnalité dans l'art, à la transgression de l'ego romantique, passionné et larmoyant. Pendant sa vie débauchée, Baudelaire découvre le poète américain Edgar Allan Poe par les traductions parues dans les journaux français. Mais il fixe la découverte de Poe entre 1846 et 1847, 3 ans avant la mort de celui-ci. Il s'enthousiasme de cet inconnu dès la première lecture et se passionne de son œuvre étrange. Son fidèle ami, Asselineau, le confirme. Dès les premières lectures, il s'enflamma d'admiration pour ce génie inconnu. J'ai vu peu de possessions aussi complètes, aussi rapides, aussi absolues. Baudelaire le reconnaît lui-même. J'ai trouvé un auteur américain qui a excité en moi une incroyable sympathie. C'était plus qu'une sympathie, c'était une passion de toute une vie et une dévotion à l'égard de Poe. Lorsque Baudelaire le découvre, le romantisme que celui-ci représentait en Amérique touchait à sa fin en France, mais son influence persistait encore chez les Parnassiens et même chez les réalistes, Gustave Flaubert, Salammbô, et les naturalistes, Émile Zola, La faute de l'abbé Mouret. En juillet 1848, paraît sa première traduction d'un récit de Poe, Révélation magnétique, dans la revue La Liberté de penser. Bien qu'il ne soit pas le premier traducteur de Poe, ni son découvreur, Baudelaire devient son traducteur attitré et contribue à sa gloire en France. L'auteur américain jouit d'une grande popularité en France qu'il n'avait pas dans son pays. Baudelaire a investi son temps et son travail à traduire Poe, non pas par curiosité passionnée, mais parce qu'il a découvert que celui-ci lui ressemblait, donc par fraternité artistique. « Savez-vous pourquoi j'ai si patiemment traduit Poe ?» écrit-il. « Parce qu'il me ressemblait. La première fois que j'ai ouvert un livre de lui, j'ai vu, avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi et écrites par lui 20 ans auparavant. » L'empathie de Baudelaire pour Poe allait jusqu'à faire de lui son alter ego. Si on parle de distance physique entre les deux poètes, au début, elle est immense, car ils habitent sur des continents différents. Physiquement, elle reste la même par la mort de Poe, mais psychologiquement, elle se convertit en lien intime par la traduction de sa création. Mais en lisant son œuvre et en la transposant en français, Baudelaire parvient à comprendre leur ressemblance de vision, de vie, de talent, et à lui vouer une véritable admiration. Ainsi, leur relation se modifie-t-elle grâce à la traduction et passe dans la sphère personnelle, ensuite intime, car Baudelaire finit par s'identifier presque avec Poe. Il se reconnaît dans son écriture. Baudelaire fait une véritable obsession pour Edgar Poe. Il s'assume la traduction de son œuvre comme une sorte de mission religieuse, en se proposant de faire de lui un grand écrivain en France, selon sa confession dans sa correspondance avec Sainte-Beuve et dans son journal intime « Mon cœur mis à nu ». Il cultive le mythe Edgar en France, repris par Mallarmé et Valéry, qui y croient aussi. Baudelaire traduit Poe en vertu d'une convergence de pensée, d'une affinité artistique, d'une parenté évidente de leurs existences. Ils sont contemporains. Baudelaire naît 12 ans après Poe. Ils ont tous les deux une vie malheureuse, traqués par des difficultés financières et des dettes. Ils sombrent dans la débauche et sont doués d'un talent hors du commun, et ils cherchent le renouveau dans l'art. Ils sont compatibles par leur esprit poétique et critique, étant tous les deux les partisans de l'art pour l'art. Ils ont une vie brève. Poe a vécu 40 ans, Baudelaire 46. Si vous êtes intéressé par cet article, dont je n'ai lu qu'une partie,
je vous invite à le consulter sur le site Monde francophone. Ayant abondamment cité Charles Baudelaire, qu'il me semble incontournable dans l'œuvre d'Edgar Poe en langue française, je me sens redevable à cet autre grand poète en vous lisant ce court poème, extrait des Fleurs du Mal. À bientôt. Ô fin d'automne, hiver, printemps trempé de boue, endormeuse saison, je vous aime et vous loue d'envelopper ainsi mon cœur et mon cerveau dans un linceul vaporeux et d'un vague tombeau. Dans cette grande plaine où d'autant froid se joue, où par les longues nuits la girouette s'enroue, mon âme, mieux qu'au temps du tiède renouveau, ouvrira largement ses ailes de corbeau. Rien n'est plus doux au cœur plein de choses funèbres, et sur qui dès longtemps descendent les frimas. Ô blafarde saison, reine de nos climats, que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres, si ce n'est, par un soir sans lune, 2 ou 3, d'endormir la douleur sur un lit hasardeux. Brumes et pluie, extrait des Fleurs du Mal.